l'obscurité primitive, aux ténèbres d'avant la vie. J'avais en moi une haine sans borne et qui s'étendait à l'univers entier. Mais c'était maintenant une haine calme, froide, résolue. Je poussai la grille, au grincement qu'elle fit, Adèle accourut. Comme tu es tard, miséricorde, voilà près de 2 heures que Liliane m'a dit avoir vu le bateau accoster. Je tremblais qu'il ne te fût arrivé malheur. J'eus le courage de lui passer le bras autour de la taille. Du malheur, ma chérie, j'ai bien peur qu'il y en ait un dans l'air. Hein, fit-elle. Où cela? Pourquoi? Elle avait frissonné de la tête aux pieds. Je murmurai. Oui, j'en ai le cœur tout malade. Je te conterai la chose au soupant. Dans la cuisine, nos 2 couverts attendaient de part et d'autre de la table, dont la nappe de toile cirée réfléchissait le rayonnement doux de la lampe. Un cadeau de Louarn, cette nappe de fabrication américaine, où sur le vernis jaunâtre étaient grossièrement dessinées, en pointillés blancs, des scènes de la Passion du Christ. Le logis avait son aspect habituel, sa paisible propreté un peu nue. Je fus presque fâchée de constater que tout y était à sa place et de trouver aux meubles leur figure, leur attitude, leur lustre même de tous les jours. Le lit, sous sa courtine d'angle, entre ses immobiles rideaux de cretonne à fleurs, avait conservé sa blancheur grave, son air invitant et mystérieux. Adèle servit le potage aux poissons, la cotériade, qui était une de nos nourritures accoutumées. As-tu appétit? Je ne sais trop. Je m'appliquais cependant à manger pour avoir prétexte à garder les yeux plongés dans mon assiette. Je craignais, si je les levais sur ma femme, d'y laisser bercer quelque étincelle des fureurs sans nom qui me consumaient. Le silence se prolongeait, scandé par le tic-tac indifférent de l'horloge. Ce fut Adèle qui le rompit. Il doit être bien malade, en effet, ton cœur. Sais-tu que tu ne m'as seulement pas embrassé? Je m'essuyai les lèvres d'un geste rapide et quittant mon siège, j'allais m'agenouiller contre le sien, le visage enfoui dans son tablier. Depuis nos jeunes nuits de boutique et de lentoir, je ne m'étais guère permis avec elle de ces abandons. Elle m'avait trop dit qu'il n'y avait pas de milieu chez moi entre la gaucherie et la brutalité. Cette fois, par exception, elle ne me plaisanta pas sur cet accès de tendresse, ni ne s'y déroba. Je sentis se poser sur ma nuque sa paume satinée. Une tiédeur voluptueuse exhalait de son giron. Je dus serrer les dents pour ne la point mordre à travers ses jupes. Un désir de cannibalisme m'agitait. J'aurais voulu avoir des crocs de bête pour les enfoncer dans sa chair et la déchiqueter fibre à fibre, lambeau par lambeau. Je la devinais, de son côté très inquiète, impatiente de sortir d'incertitude, quoique mes façons humbles et dolentes fussent déjà pour la rassurer à demi. Comme je ne me pressais point de m'expliquer, elle articula de son ton le plus prenant. Allons, Goulven, épanche-toi, confie-moi ta peine. Un ennui de service, je parie, dont tu auras démesurément grossi l'importance. Je te connais si bien, et tu es si prompte à te faire des montagnes de tout, mon pauvre ami. Elle avait dans la voix toute la douceur chantante des carillons d'Is. C'était la même musique d'ensorcellement, le même timbre languissant et pur qui, dès la première rencontre, m'avait charmé, hormis qu'à cette heure, cela me semblait venir de plus loin que les temps et comme des berges d'une terre disparue. C'était le chant d'une Adèle morte, un chant confus et pâle flottant au limbe du passé. Les mots
L'émotion que j'en éprouvais fut si poignante qu'impuissante à me contraindre davantage, je fondis en sanglots. Voyons, voyons, Goulven, sois un homme, dit-elle, anxieuse et apitoyée. Et ma conscience répéta, mais dure, impérieuse, ainsi qu'un écho d'airain, sois un homme. Je me reculai jusqu'à la pierre de l'âtre où je m'accroupis, les mains aux genoux, le front incliné vers le parquet. Tu vas me trouver plus déraisonnable que jamais, commençai-je, mais promets-moi, je t'en supplie, de ne point me gronder. Tout ce que tu voudras pourvu que je sache enfin. J'exhalai un fort soupir. Voici, tu te rappelles peut-être ce sou ancien qu'au moment de notre mariage encore je portais au cou comme une médaille, ou mieux comme une amulette, une petite chose assez sale d'ailleurs, toute rongée de fer de gris. Comme j'en avais quelque dégoût, tu la quittas pour l'amour de moi, quoiqu'elle te vînt de ta mère. Oui, certes, je me rappelle, et je me rappelle aussi l'histoire que tu me contasses au sujet. On a des singulières idées en Léon. Y croirais-tu toujours à cette histoire? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des maladies de naissance dont on ne guérit jamais. Et alors, ce sou mirobolant, ne te moque pas, Adèle, il a parlé. Je lui narrai tout d'un trait, et sans soumettre un détail, l'aventure de la nuit du 2 mars à Corlebella, lorsque j'en fus à lui dépeindre le cauchemar qui m'avait crucifié jusqu'à l'aube. Et comment, au réveil, je m'étais presque pris à souhaiter le trépas de ma mère. Elle eut un sursaut qui la pencha vers moi d'un mouvement rapide et passionné. C'est pourtant vrai, prononça-t-elle, que tu m'as constamment aimé d'un grand amour. Il n'y a pas de femme plus fortunée que moi. Je le dis à qui veut l'entendre, Goulven. Je fus sur le point de crier comme au toucher d'un fer rouge. Ce n'est qu'au bout d'un instant que je pus reprendre. Il ne faut pas m'en louer, Adèle. Si le culte que je dévouais s'en allait de moi, plus rien d'autre n'y subsisterait. Lui parti, ce serait pis que la mort. Ce serait le néant. Mais tu es là, vivante et bien portante, Dieu merci. Dis hardiment, fit-elle, que jamais je ne me suis connue une santé aussi florissante. D'ailleurs, il n'y a qu'à me regarder. Mes yeux, que je m'étais efforcée de tenir baissés, à ce moment m'échappèrent et la parcoururent malgré moi, depuis les fines attaches de ses pieds jusqu'à la cambrure de son buste où sa gorge un peu haute s'enflait d'un frémissement harmonieux de vagues amères montantes. Ah, les montagnes fabuleuses des légendes de son damné pays! Elle en avait bien en elle toutes les séductions, toutes les perversités et toutes les traîtrises. Je poursuivis. C'est parce que j'ai été tout de suite tranquillisée en ce qui te concerne que des remords m'ont assailli sur un autre point. J'ai beaucoup à me reprocher envers ma mère Adèle. Elle repartit légèrement gouailleuse. Pour ce qu'elle s'occupe de nous, ta mère, je ne me pardonnerai pas de la perdre sans l'avoir revue. Oh bien, si ce n'est que ça, s'écria-t-elle dans sa joie égoïste de se sentir complètement hors de cause. Sa figure s'était illuminée, mais aussi vite en comédienne habile, elle changea l'expression de ses traits et l'intonation de sa voix pour reprendre. Ne crois pas que j'ai voulu dire une méchanceté, Goulven. Non, à ta mine abattue, à tes paroles, je m'étais imaginé ton sou de malheur. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne te l'avoir pas arraché jadis pour le jeter à la mer. Cela nous eût évité cette sotte émotion. Je suis persuadée que la vieille Dénès a des années encore à me bouder d'être devenue ta femme. Mais ce que j'en dis n'est pas pour t'empêcher de te rendre en Léon. Au contraire, j'entends que tu fasses le voyage. Si même je ne savais que ma seule vue serait capable de donner raison à ton talisman diabolique en occasionnant d'une maladie à ta mère, je t'aurais offert de t'accompagner. On n'est pas plus gentil, je pense. Très gentil, en effet, mon Adèle, tu es
qu'il m'a presque contraint de faire avec lui, ce loustic d'Hervé. Eh bien, pour une noce de famille, c'en sera une. Je veux qu'il crève d'indigestion, si c'est à moi de payer. Quant à toi, tu ne devineras jamais ce que je te réserve. Quoi donc? Fit-elle sans se retourner, en achevant de ranger les assiettes dans le dressoir. Une chose que tu as toujours sollicitée en vain jusqu'à présent, la réalisation d'un de tes rêves oui, enfin, tu verras. J'ai mon projet, je ne te le confie pas d'avance, avec ma guigne habituelle, ça suffirait pour le faire rater. Comme pour Carmauvent, dit-elle en riant clair, c'est bien, garde ton secret. Elle n'avait pas la moindre curiosité de l'apprendre. Est-ce que tout ne lui était pas indifférent, qui pouvait lui venir de ma part? Et la seule satisfaction qu'il dépendit encore de moi de lui procurer, n'était-ce pas précisément de la débarrasser au plus vite et pour le plus longtemps possible de ma personne? Quand as-tu intention de partir? Interrogea-t-elle. C'est vrai, balbutiai-je d'un ton humble, je ne t'ai pas dit. Avant de voler vers toi, j'ai fait le grand détour par quai rue d'Avel. Je voulais m'informer si le char-à-banc était libre. C'est même cela qui a été cause que je suis rentrée si tard. Et alors? Jonathan a justement demain, vendredi, 2 veaux à conduire au boucher de Pontcroix et s'offre, les bêtes livrées à me véhiculer jusqu'à Quimper. J'ai promis de lui rendre réponse dès ce soir, après que je t'aurai consulté. Comment, tu es encore là, sans plus bouger que la pierre sur laquelle tu es assis? Mais va, mon ami, dépêche-toi, si tu ne veux les trouver tous endormis comme des souches à quai rue d'Avel. Moi, cependant, je te préparerai du linge et brosserai tes hardes propres, puis je t'attendrai dans nos draps pour qu'après la fraîcheur du dehors, tu aies au moins place chaude. Elle avait ouvert la porte toute grande sur la nuit. Dieu, que d'étoiles! S'écria-t-elle, et me montrant du doigt le fond du firmament. Quelle est donc celle qui brille là-bas, d'une clarté si blanche, droit au-dessus de Corle-Bella? Vénus, je crois, répondis-je de l'air le plus innocent du monde, en franchissant le seuil de la maison. Je tournai le pignon nord de la caserne et m'acheminai vers la grille, mais je ne la passai point, me contentant de repousser le battant avec force, comme si je le refermais derrière moi. Puis, après avoir piétiné quelques instants sur le sol, pour simuler la cadence d'un pas qui s'éloigne, je me glissai dans l'ombre du mur d'enceinte jusqu'à l'autre extrémité du principal corps de logis, où donnaient les fenêtres de Lilienne. Ce manège de rôdeurs nocturnes qui la veille encore lui parut incompatible avec mon caractère, j'y goûtais à cette heure une espèce de jouissance farouche et d'âcre volupté. Les circonstances venaient de réveiller en moi le démon héréditaire, l'esprit de ruse de mes aïeux paternels, les dures paganises de la Berverac, réputés naufrageurs subtils et grands dépisteurs de gabelous. Les volets des chevantons étaient clos, mais en y collant l'oreille, je perçus à l'intérieur une mélopée d'oraison. La sauvagesse vaguait à ses dévotions du soir auprès de sa canaille endormie. Je me traînais en rampant vers les marches du seuil, et par le trou de chat pratiqué dans le bas de la porte, j'appelais à voix sourde. Madame Tumette, s'il vous plaît, Madame Tumette. Le fredon cessa, Liliane m'avait entendu. C'est donc vous, monsieur Dénès? C'est moi. Elle tira doucement le verrou et m'introduisit dans la pièce.
besoin de s'en excuser. Avec une ribambellée de marmaille, vous savez, on n'arrive pas à tenir propre. Comme je cherchais des yeux où m'asseoir, elle essuya le banc près de la table avec le revers de son tablier. Au surplus, reprit-elle, on dit chez nous, à Lille, que conscience nette vaut mieux que mobilier luisant. L'allusion était directe. C'est aussi un proverbe léonard, répondis-je, et brusquement. Je suis venue en me cachant comme un voleur. Ma femme me croit sur le chemin de Guérudavel. Alors, si vous voulez bien, vous allez tout me dire, Madame Dumette. Tout. Ah, fit-elle en humectant ses doigts de salive pour moucher la chandelle de suif qui brûlait entre nous sur la table. Vous ne mettez donc plus en doute ma parole de chrétienne maintenant. Ses pupilles brillaient dans sa face de noiraude, comme ces phosphorescences verdâtres qui s'allument les nuits d'orage dans la mer. Allez, de grâce, suppliai-je, le temps presse. Durant 1 heure d'horloge, elle compta mon ingénieur. J'avais souhaité de tout entendre, et pas un détail en effet ne me fut épargné. La sauvagesse me fit boire ma honte goutte à goutte, jusqu'au dernier filet de lit. Du jour, déclarait-elle, où elle avait appris le remplacement de Hamon par un Trégorois, un pays de la chefesse, elle avait flairé le mal, la trahison déjà consommée. En voyant paraître le nouveau gardien, elle en avait été sûre. Rappelez-vous ce soir-là, monsieur Goulven, vous étiez en extase comme un enfant devant le perroquet. Eux, cependant, leurs yeux se riaient d'amour par-dessus la table. C'était la volonté de Dieu que je fusse à les observer derrière les vitres. Dès lors, elle les avait suivis, guettés, épiés pas à pas. Elle s'était attachée à eux comme leur ombre. Toujours présente et jamais visible, elle avait été de moitié en quelque sorte dans leur tête-à-tête, recueillant leurs propos, comptant leurs baisers. Dans le principe, ils avaient été prudents. Nulle part on ne les rencontrait ensemble, si ce n'est dans la caserne pour les repas. Encore faisait-il exprès de manger la fenêtre ouverte. Autrement, ils vivaient séparés. Louarn bricolait, taillait des bateaux pour les mioches ou fainéantait avec les douaniers de garde sur la falaise, en jouant aux cartes et en fumant des pipes. La chefesse, à son habitude, flânait, lisait, brodait, et les après-midi de soleil s'en allaient comme par le passé en promenade du côté de Saint-Aille. Oui, et elle agitait vers vous son mouchoir, n'est-ce pas, monsieur Goulven? Et vous disiez apparemment, comme elle est fidèle au rendez-vous, ma petite femme chérie, et comme elle-même. Ce mouchoir-là, monsieur Goulven, ce n'était plus pour vous qu'on le secouait dans l'air. Je m'en étais vite aperçu, moi, qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon gagne-pain de fréquenter les grèves. Chiffonnière d'épave, soit. Il n'y a pas de sous-métier, et celui-là vous fait la vue, je vous le garantis. Ce n'est pas pour me glorifier, mais à 400 pas, je distingue une couvée de mouettes dans un trou de roche. Je reconnais même les champs par nuit noire, vous m'en êtes témoin, à plus forte raison au jour baissant, comme en ce soir de mai, veille de l'Ascension, où pour la première fois je l'ai surprise en train de pêcher. J'avais quitté la caserne plus tôt que d'ordinaire, afin d'atteindre avant le crépuscule les barrages du nord derrière le vent. C'était saison de forte marée, et je savais que la cueillette là-bas promettait d'être bonne. J'étais parvenue au sommet du promontoire, et je longeais depuis quelque temps la crête, lorsque, au-dessous de moi, à mi-pente, je vis une forme d'homme immobile, dont la casquette de toile grise me fut tout de suite un signalement. C'était Louarn, les mains en visière. Il regardait fixement dans la direction de Saint-Aille. J'eus une idée soudaine. Tiens.
Mais non, pensai-je, il n'aurait tout de même pas ce front, la Trégoroise et son Trégorois. Eh bien si, monsieur Goulven, ils avaient osé cela, les sacrilèges, de choisir l'enclos d'un saint pour s'y livrer à leur chiennerie. Après ça, convenez que dans toute la région, il n'eût su dénicher un coin plus propice. Songez donc, une herbe fine de rue veloutée comme un satin, à peine foulée une fois l'an aux messes de pardon par le pied des hommes, si sacrée pour les bêtes elles-mêmes que les oiseaux de mer, à ce qu'on dit, ne voudraient pas la souiller de leur fiente. Un mur de ronde assez élevé pour abriter des vents du large, et des longues vues de Gorley Bella, partout l'entoure la solitude vaste, jamais abassant, un paradis terrestre, quoi. Oui, monsieur Goulven, mais le soleil n'avait pas fini de disparaître dans les eaux de sein que du haut de la falaise, j'assistais, pétrifié d'indignation et de scandale, à la conversion d'Ève avec le serpent. Je vous traduis de mon mieux le breton de Liliel, mon ingénieur. Je pourrais aussi bien vous reproduire de mémoire son récit tout entier, mais à remuer cette tourbe, l'ancienne nausée me reviendrait. Qu'ajouter d'ailleurs que vous ne pressentiez. Après l'adultère à ciel ouvert, ce fut l'adultère en chambre, chez Louarn, ce fut l'adultère à domicile, jusque dans mon propre lit. Dame, ça n'est pas tentant l'hiver de s'aimer dehors, surtout quand on a logis clair, feu de motte, couette de plume et drap blanc, sans compter qu'elle aurait pris mal la chefesse à braver la bourrasque de novembre ou la bise de janvier. Bon pour une chevanton d'être à courir les sentiers de grève par des temps pareils. Ah, elle s'en est donné du Louarn, votre moitié de ménage. À la fin, les nuits mêmes ne lui suffisaient plus. Ce n'est pas Adèle, c'est Aès qu'elle se nomme votre femme, Aès la stérile, Aès l'inassouvie. Mais s'il vous faut des chiffres, s'il vous faut des dates, tenez. Ce disant, elle arrachait un almanach épinglé à la muraille et le jetait devant moi sur la table. Il était criblé par place de croix à l'encre. C'était son registre d'observation, son livre d'espionnage, patiemment rédigé jour à jour. Faites le total, ricana-t-elle. Je balbutiai. C'est bien, c'est très bien. Oh, j'ai mieux à vous montrer, monsieur Goulven. Elle tira de la poche de sa jupe une clé rouillée. Du temps de Hamon, c'est moi qui m'occupais de sa chambre dans la tourelle. Et elle m'avait remis ce double passe que j'ai conservé. Ne me demandiez-vous pas des preuves tantôt? Vous allez être servi. Pensez-vous que votre femme soit couchée? On peut voir. Ne bougez pas, je vais sortir avec mon fanal, comme si je me rendais au Penzé. Son absence ne dura pas 2 minutes. Elle dort, la tête au mur. Venez. J'obéis, le cœur serré d'une indicible épouvante. Il me semblait suivre une sorcière vers quelque monstrueux sabbat. Devant nous se dressait, mystérieuse et funèbre dans la nuit sans lune, la tour de l'ancien phare désaffecté. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite.